La bienvenue pour cette 4e séance de notre petit cycle Psychanalyse et littérature, un petit cycle organisé par Marc-Antoine Lanty, ici présent, par moi-même, donc Michel Vanille, c'est-à-dire derrière, par le groupe vaudois de philosophie, et puis la SREP. Cette 4e séance, je vais la présenter rapidement, on avait une 5e qui était prévue initialement le 11 juin, autour de l'Amphitryon de Molière. Voilà, pour des questions d'assistement, problèmes, etc. Elle sera reportée en septembre et l'information suivra. Voilà, pour cette 4e séance, donc, on va se consacrer essentiellement, à partir du moins de cette pièce de Corneille, donc l'illusion comique. Pour ce faire, on va partir de la pratique la plus concrète du théâtre, avec nos premiers intervenants, c'est-à-dire Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, qui sont co-directeurs du Théâtre des Os à Fribourg, et j'ai envie de dire surtout, mais je ne sais pas, metteurs en scène et acteurs eux-mêmes, qui vont nous parler donc de cette pièce, de leur mise en scène, et du travail qu'ils ont fait autour de cette pièce. Ensuite, on aura un regard littéraire, avec le professeur Claude Bourqui, donc de l'Université de Fribourg, qui est professeur spécialiste en littérature du XVIIe, française du XVIIe. Et en 3e lieu, on aura Marc-Antoine Lanty, le membre de la SREP, qui nous amènera le point de vue psychanalytique. Pour autant qu'il y en ait le point de vue psychanalytique sur ces questions-là. Voilà, je vous donne immédiatement la parole. Bonsoir. Bonsoir. On nous a confié la lourde tâche de faire le résumé de la pièce. D'abord, est-ce que quelqu'un la connaîtrait pas par hasard? Vous ne la connaissez pas, donc on est obligé de le faire. Non, on le fait avec plaisir, mais c'est vrai que juste en guise de préambule, Nicolas et moi, on n'avait jamais monté de pièce classique en 25 ans de pratique. Et c'était la première pièce classique qu'on montait. Mais c'est pas pour rien qu'on a choisi celle-ci, parce que pour nous, elle offrait une liberté quasi totale d'interprétation par rapport à notamment la scénographie et tout ce que ça impliquait. Donc voilà le préambule. L'histoire, je commence et puis après Nicolas il va me sauver parce qu'elle est assez complexe. Au début, on a en fait un vieil homme qui recherche son fils depuis 10 ans. Son fils est parti parce que le père était trop sévère. On apprend ça, il s'appelle Prudamment. Ça fait 10 ans qu'il cherche son fils sur la planète entière. Il regrette, il a envie de le retrouver et pas moyen de le retrouver. La dernière solution pour lui, un ami d'Orante lui dit « mais il existe un mage, un magicien au fond d'une grotte qui peut prédire l'avenir, voir les choses passer et qui pourra vous dire où est passé votre fils, ou en tout cas s'il est encore en vie. » Alors Prudamment tente le tout pour le tout et va avec son ami de Rente voir ce mage. Ce mage s'appelle Alcandre, il est dans une grotte, il fait un peu peur, on dit qu'il faut lui parler d'une certaine façon, qu'on risque quand même sa vie en l'approchant, enfin il y a quand même un certain nombre de dangers. Et apparaît ce mage. Et ce mage lui dit, mais c'est très simple, oui, je peux vous montrer votre fils. Il n'y a pas de problème, entrons dans ma grotte. Et là, je vais vous montrer des spectres parlants. C'est-à-dire ce que votre fils a vécu et est en train de vivre. Donc ces spectres parlants, pour nous, metteurs en scène de théâtre, ça nous a tout de suite fait tilt. On s'est dit, ben voilà, il y aura de quoi faire. Est-ce que ça ne serait pas un peu l'invention du cinéma au XVIIe siècle? En tout cas, ça nous a titillé. Et donc, ce père entre dans la grotte. L'ami est mis de côté, dit que non, qu'ils se reverront le soir, mais qu'il n'a pas le droit d'entrer. Et que dans cette grotte, il va voir tout ce qu'il y a à voir. Et donc, effectivement, dans cette grotte, je passe le relais à Nicolas. Que voit-il? Il voit ce que son fils est devenu. Son fils donc s'appelle Clindor. Il travaille il est au service d'un riche, enfin d'un personnage qui s'appelle Matamor, dont le terme est entré dans le domaine public, on peut dire. Et il est censé amener les billets doux de Matamor pour Isabelle, qui est la fille, une fille à courtiser.
sauf qu'en fait il travaille pour lui-même, puisque lui-même est amoureux d'Isabelle et cet amour est partagé. Donc devant son maître il dit qu'il travaille pour lui, mais en fait il travaille pour lui-même en fait. Isabelle, cet amour est partagé, sauf que le père d'Isabelle, qui s'appelle Géronte, comme souvent les pères à l'époque, est contre cette union. Le père aimerait que sa fille épouse Adraste, une sorte de pédant détestable, qui va devenir un peu le rival de Clindor. Clindor étant visiblement d'extraction non modeste, donc, mais il a le statut de valet, donc il ne peut pas se permettre de tabasser, entre guillemets, Adraste, il doit se tenir son rang, puisqu'il n'est que valet pour la façade. Finalement, les choses vont tellement mal tourner qu'il va y avoir un mort, Adraste va mourir, Clindor est emprisonné, et à la suite d'un épisode assez rocambolesque, il va s'échapper de prison grâce à l'entremise de Lise, la servante d'Isabelle, qui est elle aussi amoureuse de Clindor. Ils vont s'échapper, on va les retrouver au 5e acte, ailleurs, au service d'un prince assez riche, un peu, on ne sait pas trop qui c'est, le prince Florilame, où on s'aperçoit donc que Clindor a une vie, si vous voulez, sexuelle, enfin assez dissolue, c'est-à-dire que il prend un peu les femmes comme elles viennent. Donc, exilé là-bas chez Florilame, il va courtiser la femme de Florilame alors qu'il est avec Isabelle. Bref, tout ceci va faire le désespoir de son père, qui, je vous le rappelle, est toujours dans la caverne en train d'assister à cette projection, si on peut dire. Et finalement, le prince Florilame envoie des gardes abattre, si vous voulez, Clindor, donc le fils meurt en présence de son père. Qui est toujours dans la grotte en train d'assister à ça. Sauf que le pitch, la subtilité de cette pièce, c'est qu'en fait, Alcandre explique à Tridamant que son fils est devenu acteur. Il n'a assisté qu'à une représentation théâtrale. Et donc, alors d'abord, le père a une réaction un peu virulente en disant « mon fils comédien », comme si c'était la pire chose qui puisse arriver. Et finalement, Alcandre termine par une diatribe, un éloge du théâtre, en disant que c'est une chose très noble, que c'est quelque chose dont on peut vivre tout à fait correctement. Et voilà, la pièce se termine par ce happy end. En fait, ce n'était que du théâtre, d'où le titre « L'illusion comique ». Ce qui nous a plu dans cette pièce, c'est bon, notamment cette apologie du théâtre. On trouve qu'il est nécessaire parfois de rappeler l'utilité de ce qu'on fait, pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Mais c'est aussi la grande liberté que nous offrait la pièce, parce qu'il nous a fallu trouver beaucoup de solutions scéniques intéressantes, notamment avec ce jeu d'illusion, ce jeu de miroir, qui sont ces spectres parlants. Corneille ne donne qu'une indication, suivant les versions. La scène, une indication laconique, je pourrais même dire lacanique, vu le soirée. La scène se passe en Touraine, en une campagne, près de la grotte du magicien. C'est tout ce qu'on peut. Donc, pour nous, metteurs en scène, quelle est cette grotte? On a imaginé en fait un trek, en fait, Tridamant, cet homme fatigué, amené par Dorante auprès de cet ermite, plutôt que de le faire descendre sous terre, on a plutôt imaginé qu'il gravit une sorte d'Everest. Donc on va montrer une image. En fait, on imaginait plus Alcandre dans une grotte glacée, si vous voulez, plus sur un glacier. Donc là, vous voyez, ça va venir. Non, ça va. Si c'est mis en... C'est imbécile. Dans le spectacle, la mise en scène prévoyait 8 bimères, comme celui-ci. Je veux dire que ça rage beaucoup les choses en répétition, parce qu'évidemment, comme vous voyez, ça ne marche pas. C'est toujours pause. Mais on peut quand même, avant de voir l'image, vous dire que nous, ce qui nous intéressait dans la scénographie, c'est de jouer justement sur l'illusion, c'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Dans cette grotte, Tridamant voit des projections, des spectres, il y croit. Et nous, on s'est dit, tiens, il faudrait que nous, on trompe le spectateur à des moments de théâtre,
et qui ne sachent plus trop si ce qu'ils voient est vrai ou pas. Là, il manque de la lumière. Et on a décidé de travailler avec des réalisateurs de cinéma, en fait des animateurs qui sont les frères Guillaume, peut-être que vous en avez entendu parler. Ils font de l'animation et avec qui on a collaboré. Et là, par exemple, on s'est dit, bah tiens, cette grotte, on l'imaginait en glace, mais en même temps on est dans le théâtre. Et donc on s'est dit, bah, prenons le matériau qu'on a au théâtre, c'est-à-dire on a une sorte de rideau en soie gris, et on va en faire des montagnes. Donc ce que vous voyez là, c'est une projection, c'est-à-dire que les frères Guillaume ont filmé les rideaux en mouvement, et les ont reprojetés sur notre vrai rideau. Donc ici, on a l'apparition du mage que vous voyez dans la grotte. Et en réalité, c'est un film. C'est-à-dire le comédien Edmond Villou qui joue le mage est derrière et parle. Donc tout le début, ça bouge. On ne sait pas trop si c'est un rideau ou pas un rideau. Ça marche assez bien. Et soudainement, il arrive en chair et en os dans le vrai rideau. Voilà, déjà, le début commence comme ça. Ensuite, donc ça, c'est le premier acte. Il y a aussi de la neige, là on ne voit pas très bien, mais il y a de la projection de neige dessus. Il s'agissait pour nous vraiment de représenter cette quête difficile d'un homme à bout, en fait d'un vieillard fatigué, il le dit d'ailleurs, c'est son dernier recours, il a vu tous les spécialistes, tous les voyants possibles, et c'est le dernier chez qui il se rend après, on imagine qu'il abandonne la recherche de son fils perdu. Alors la pièce elle-même comporte plusieurs genres, mais je ne vais pas entrer dans le domaine de la littérature, mais ça nous a donné une piste pour les images, la scénographie. Alors on s'est dit que nous aussi on allait jouer avec les styles, puisque Corneille se le permet, et qu'il fait un étrange monstre, comme il dit, composé de plusieurs styles différents, nous on allait faire la même chose. Donc passé le premier acte, il entre dans la grotte, et c'est-à-dire que le rideau, simplement ce rideau fin tombe. Et derrière, alors, on assiste à la première scène de Matamor, donc le patron de Clin d'Or, qui est en train de se vanter de tous les exploits qu'il a pu faire. Ça, je vous montre la suite. Donc, peut-être expliquer Donc Matamor, la première scène de Matamor, c'est un monologue un peu de bravoure. C'est joué par Jean-Paul Fabre. Il raconte tous les combats qu'il a livrés. C'est des combats imaginaires, donc c'est un vantard. Il a tué le grand Mogor, le grand moufti de Perse, non, je sais plus comment ça s'appelle. Sophie de Perse et tout ça. Et on a imaginé qu'en fait, aujourd'hui, il s'agit pour nous aussi, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui, qui vit dans des mondes imaginaires aujourd'hui. Pour moi, il est évident qu'il s'agit des gamers de jeux vidéo. Eux tuent des millions de gens par jour sur leur petite manette et tout ça. Donc on a imaginé que Matamor avait un casque immersif où il voyait en fait ses ennemis et son valet, donc Clin d'Or assiste un peu consterné au délire de son maître. Alors ces jeux immersifs, c'est de la réalité augmentée, comme disent les frères Guillaume, c'est-à-dire que on voyait sur les écrans, en fait il y avait 7 écrans derrière, ce que était censé voir Matamor, donc là, et ce qui suivait son jeu, c'est-à-dire c'était très, presque un manga, enfin BD, des pifs, des pafs, là c'est à la fin quand il gagne, avec des petits bruits. Donc on a complètement passé dans un autre style, tout en respectant, en parenthèse, complètement le texte, en alexandrin et tout ça. On n'a pas... Après, alors... C'est un petit peu archaïque ce que je fais, mais on y arrive. Voilà. Donc, on continue sur la scénographie. C'est en fait 7 écrans qui peuvent tourner sur eux-mêmes, qui ont des stores qui peuvent se monter et s'ouvrir, et où on peut voir en transparence à l'intérieur, selon comment c'est éclairé, ou alors qui font miroir. Et avec ces éléments-là, on arrive à recomposer des ambiances et des images complètement différentes selon comment on l'utilise. Ça, c'est le rival qui lorgne Isabelle à travers la vie de Saint-Tin et qui la pourchasse.
chaque scène, en fait, la scénographie, en fait, bon, il y avait cet espace central avec ces panneaux-là colorés, enfin, gérés par les lumières, était entouré par toute une structure au-dessus de laquelle se penchait Alcandre et Pridamant, comme des expérimentateurs qui assistent à leur expérience en regardant ce qui se passe. Quand on confronte, je sais pas, une souris avec un serpent, enfin, ils regardaient ce qui est en train de se passer. Ça, c'est toujours Clandor Isabelle. Ça, c'est la fin, pardon, je ne sais pas très bien. Voilà. Donc le miroir pour nous était une composante claire de l'illusion, c'est-à-dire vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait sûr de ce que vous voyez en face. Ça c'est la scène de la poursuite d'Adraste qui veut donc tuer Clandor. Puis on s'est inspiré d'un peu d'un générique de James Bond, je ne sais plus lequel exactement, mais il y avait toute une poursuite dans un palais des glaces. Ces panneaux tournant sur eux-mêmes, donc tout était comment dire, un peu magique, puisqu'ils étaient actionnés par des moteurs indépendants. Et donc cette scène se terminait donc sur la mort, c'est la fin du troisième acte, la mort d'Adraste, tué un peu par erreur, enfin, pour une bagarre. Il y en a un des deux qui avait un pistolet, et un coup part, et un reste à terre, c'est Adraste et Clandor, et donc accusé de meurtre. Alors les miroirs, c'est clair, ne sont pas nés de n'importe où, c'est que c'est une pièce qui est à mi-chemin, si je ne me trompe pas, entre le baroque et le classique. En tout cas, il y a des éléments baroques dedans, de jeu dans le jeu, miroir dans le miroir, théâtre dans le théâtre. Et ici, c'est vrai qu'on est parti de cette composante de miroir. C'était la raison pour laquelle on a exploré ce miroir-là. Là, c'est Isabelle complètement désespérée parce que son amoureux Clandor est en prison, qui veut se tuer elle-même. Et puis apparaît dans le miroir son teint derrière Lise, qui l'arrête dans son geste. C'est des personnages très forts, très denses, notamment, je fais une petite digression, mais les rôles de femmes, qui aussi pour cette époque, je ne sais pas, en tout cas ça nous a frappé, les parcours féminins dans cette pièce. Ces deux rôles-là, elles sont incroyables. Isabelle, carrément, part de chez son père, se rebelle, fait sa vie, même s'il lui coupe les vivres. Lise est totalement moteur en fait de l'action. On voit aussi dans ces monologues, elles ont les deux des monologues, donc on voit exactement ce qui se passe dans les contradictions qu'elles ont entre le cœur, la raison. En tout cas, elles sont extrêmement fortes, quoi. Et on a deux personnages emblématiques de père, parce qu'on a donc Pridamant, père sévère qui recherche son fils Clandor, et Géronte, père sévère qui s'oppose à sa fille Isabelle. Et d'ailleurs, dans notre mise en scène, les deux pères étaient joués par le même acteur, ce qui nous a demandé là aussi beaucoup d'artifices, parce que parfois la scène impliquait qu'ils soient ensemble en scène. Donc il y avait une projection de l'acteur filmé à côté d'Alcandre en vrai, et en même temps l'autre vrai père réellement sur scène. Donc, le spectateur évidemment ne savait plus trop qui était réellement là ou pas. C'était un peu ce qu'on avait envie de donner. Alors le cinquième acte est particulier parce qu'on apprend, mais a posteriori, qu'en fait ils sont en train de jouer une pièce. Sur les autres actes, c'est pas aussi explicite, mais le cinquième, c'est plus tard, ils ont fui, ils sont devenus comédiens, mais on le sait pas quand on regarde, et on s'est dit tiens, on va mettre des éléments un peu plus théâtraux qui vont finement apparaître. Donc là, il y a un peu plus de décorum. Clandor, et on le voit pas bien là, mais coiffé différemment. Isabelle aussi, ils ont changé de look en fait. Ils sont habillés de façon un petit peu plus scintillante. Lise a un petit loup sur les yeux. Et puis, on a réfléchi à comment, en fait, puisqu'on est maintenant au théâtre, comment allait apparaître cette fameuse rivale féminine qui est la princesse Rosine. Et je cherche l'image, tu peux expliquer. Donc Rosine, c'est la femme de la princesse Rosine, la femme du prince Florilène, donc du nouveau patron de Clandor. Et puis ce personnage, effectivement, bon,
je me rappelle d'une séance de répétition où il fallait vraiment se creuser la tête. L'apparition, comment dire, juste réaliste d'un personnage normal nous semblait trop petite par rapport à ce que la pièce racontait. Donc moi, un peu j'ai pensé au film Brasil où à un moment il y a un grand personnage, il y a une scène un peu angoissante, un personnage avec un masque japonais qui coince un peu le héros dans une impasse. Et donc il y avait une sorte, on a imaginé cette grande poupée avec une voix un peu modifiée, c'est-à-dire qui a déjà plus d'une tête de hauteur de clin d'or, presque un peu irréel. Effectivement, vous voyez, les projections derrière changeaient, on était dans un espace déjà plus théâtral, qui fait un peu penser aux toiles peintes de l'époque. Également dans les couleurs, et puis dans l'apparition, mais là on ne voit pas des toiles qui venaient en fait du sol, parce qu'il y avait des machineries de théâtre à l'époque où on pouvait faire partir les toiles dans le sol ou les faire monter. Nous on n'a plus. Donc on a utilisé quand même ce procédé avec la vidéo où l'image sortait du sol. Les applaudissements. Donc ensuite le clin d'or meurt et le mage, étonnamment assez goguenard par rapport à la douleur du père, puisqu'il sait que ce n'est que du théâtre, ne prend pas ça très au sérieux. Donc on se dit mais pourquoi est-il si cruel avec Pridamant, avec un père aux abois qui voit son fils mourir devant lui? Eh bien il l'est parce que ce n'était que du théâtre, donc on insiste. Nous on a mis en scène les applaudissements mais inversés, c'est-à-dire que les acteurs, vous voyez, tournaient le dos au public et saluaient de dos avec un public projeté sur tout le pourtour de la salle. Et là, en fait, on a donc la révélation que ce n'était que du jeu, finalement, qu'une illusion théâtrale. Ce qui fait dire à Pridamant, on s'est permis cette licence-là d'inventer, d'écrire nous-mêmes un vers qui n'a pas été écrit de Corneille, parce qu'en fait, la pièce demande, Pridamant assiste au partage de la recette du jour entre les acteurs. Ce qui aujourd'hui ne nous parlait pas, on voit juste des gens échanger de l'argent, ça ne nous parlait pas très parlant. Il faut que le signe est différent aujourd'hui. Donc on a plutôt, on a fait en sorte, vous savez, tous les acteurs sont contents d'eux, donc fêtent un peu après la première, boivent un coup. Donc Pridamant disait que vois-je chez les morts, sabotons le champagne, au lieu de partage, je ne sais plus quoi. Enfin, de l'argent. Ouais. Et Alcandre répondait, pour leur plus grand plaisir, ce vin les accompagne. Alors, ce qu'on a aussi un peu développé, je ne sais pas si on a encore du temps. Hein? Oui. C'est ça? Tu nous feras ici. C'est justement le moment où on essaie de perdre le spectateur. Alors ici, par exemple, on a une scène de rivalité entre Clin d'Or et Adraste. Et à l'arrière, vous voyez Lise qui est en train de nettoyer les carreaux. Et en fait, ça, c'est une projection. Mais personne n'a arrivé à voir si c'était elle ou pas elle. Elle était effectivement derrière, puis elle faisait un tout petit bruit avec son torchon. Et finalement, la projection, c'était le bruit qui s'en allait. Et donc, on avait filmé la comédienne dans un studio pour qu'elle ait la bonne taille, qu'elle ait la bonne lumière, etc. Et puis après, ça a été complètement avec un procédé que je ne maîtrise pas du tout, mais que nos animateurs maîtrisent très bien, de reproduire ça à l'échelle, etc., puis de le reprojeter. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelques petits moments comme ça, où tout à coup, le spectateur ne savait plus trop qui était qui. Et à un autre moment aussi, on a constamment le père et le magicien qui observent tout. Et à des petits moments, en fait, on a aussi projeté la petite silhouette du père à côté du magicien, et ils ont réussi à converser ensemble parce que tout a été enregistré au préalable. Et le même comédien arrivait au même moment en Géronte, parce qu'il jouait les deux rôles. Donc il y avait des petites astuces comme ça, d'illusions qu'on a réussi à faire avec ce procédé.
tout est, en lisant la pièce, ce qui nous avait apparu, c'est que tout est extrêmement libre, tout est ludique et surprenant, et on a essayé d'aller dans ce sens-là aussi, avec en fait les techniques qu'on a nous en mise en scène. Est-ce qu'il y a encore des images? Oui, il y en a une où on voit justement Jason qui est prudemment observer la scène. Ouais. Mais continuons pour l'instant, ouais, ça peut durer. Est-ce qu'elle est toujours en tournée, la pièce? Vous avez Non, fini alors la tournée pièce, on vient de terminer une reprise d'1 mois et demi, notamment à Mézières, à Strasbourg et à Anvers. C'était une deuxième exploitation en fait, après la création que tu avais vue à Fribourg. C'est un spectacle qui a vraiment oui, très bien marché. Là, par exemple, c'est les fameux délires de Matamor. Il parle de son bras vengeur. C'est aussi une iconographie un peu néo-stalinienne dans les images, apparemment. L'image ces dictateurs de Rapoti. Mais Matamor est on peut faire beaucoup de choses. Enfin, c'est toujours le principe c'est la richesse d'une pièce. On pourrait tout à fait imaginer Matamor aussi en héros romantique. Ce serait tout à fait possible. Où l'aspect comique du personnage semblait quand même prendre le pas sur son côté amoureux et conduit. Mais on peut être comique et touchant, ce que réussissait Jean-Paul Favre dans ce rôle-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personnage a un peu un code de jeu qui peut être complètement différent et qui peut totalement cohabiter. On peut avoir un Matamor où vraiment on va très loin dans le grotesque, à côté d'une Lise qui est extrêmement introspective, plutôt tragique. Et ça, c'était très intéressant pour nous de voir que tous les styles finalement pouvaient cohabiter dans cette histoire et passer du chaud au froid sans problème. D'autre part, cette pièce, bon, elle est connue des esthètes et des spécialistes, mais c'est pas, on la voit pas très souvent montée, parce qu'effectivement, elle est compliquée et difficile. Ce qui était chouette pour nous, parce qu'il y a un véritable coup de théâtre, il y a la découverte de ce n'est que du théâtre. Pour celui qui ne connaît pas la pièce, c'est une vraie surprise. Et ça, je trouve que c'est une dimension aussi intéressante de ce spectacle, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, les spectateurs étaient surpris de ce final, comme peut-être ont pu l'être les spectateurs de l'époque. C'est-à-dire que subitement, c'était que ça. Je trouve que c'est quand même une composante intéressante de cette pièce, comme un bon polar où on découvre l'assassin dans les dernières pages. Il y a quelque chose qui était très motivant aussi. Et puis aussi, ce qu'on a mis un peu en relief, c'est que ce fameux magicien Alcante, finalement, c'est lui qui organise toute cette représentation. C'est le metteur en scène par excellence. Enfin, en tout cas, là, on l'a mis à des moments, il intervient, il replace les gens, il met l'arme dans une main. C'est vraiment lui qui décide, c'est le dramaturge. Et puis le père, c'est son spectateur. Et donc, il guette en fait l'impression, comment s'imprime sur son spectateur son spectacle. Et on voit comment le spectacle, au fur et à mesure, ouvre en fait l'esprit de Prud'amant, comment il s'attendrit, il a peur, il pleure, il est content, enfin, il passe vraiment par toutes les émotions et finalement, c'est gagné parce qu'il s'est fait en fait impressionner par ce spectacle. Et nous, on s'est aussi dit, tiens, ben voilà, c'est peut-être pour ça qu'on fait ce métier aussi, c'est pour que le spectateur passe par toutes ces, par tous ces strates et finalement sorte transformé d'une certaine façon. Donc c'était aussi un peu à double sens. Voilà.